Ton frère le mérite, dit papa. Ils lui ont donné la maison, l'argent, l'entreprise. Un mois plus tard, maman envoya un texto, l'hypothèque est due. J'ai répondu, demande à ton héritier. Je suis Mégane, 32 ans, et le mois dernier, mon téléphone s'est illuminé avec un texto de ma mère, l'hypothèque est due. Il y a 3 ans, mes parents ont transmis leur entreprise de construction de plusieurs millions de dollars, la maison familiale et les comptes d'investissement à mon jeune frère, Ryan, en disant qu'il méritait tout. J'ai passé 15 ans à aider à construire notre entreprise familiale tandis que Ryan faisait la fête pendant ses 20 ans. Quand papa m'a dit que je n'aurais rien, ses mots exacts ont été « ton frère le mérite ». Maintenant, ils sont noyés sous les dettes. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre mon voyage de prise de position pour moi-même. En grandissant dans notre vaste maison coloniale dans la banlieue de Boston, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de Ryan. L'histoire de notre famille a commencé avec mon grand-père, William Patterson, qui a fondé Patterson Construction depuis son garage en 1965 avec rien d'autre que de la détermination et une camionnette. Il l'a transformée en une entreprise locale respectable. Lorsque mon père, Thomas, a pris la relève au début des années 1990, il l'a développée en une puissance régionale avec des contrats dans toute la Nouvelle-Angleterre. J'avais 7 ans quand Ryan est né. Je me souviens du visage de mon père s'illuminant dans la salle d'attente de l'hôpital lorsque l'infirmière a annoncé « c'est un garçon ». Ce moment a donné le ton pour les 25 prochaines années de dynamique familiale. Enfin, un Patterson pour perpétuer le nom de famille a déclaré papa, comme si je n'avais pas existé pendant les 7 années précédentes. Dès le début, la différence dans la façon dont nous étions traités était subtile mais indéniable. Pour le 5e anniversaire de Ryan, il a reçu une maison de jeux personnalisée que l'équipe de l'entreprise avait construite dans notre jardin. Pour mon 12e anniversaire la même année, j'ai reçu un gâteau et une carte cadeau de librairie. Quand j'ai ramené des notes parfaites sur mon bulletin scolaire, maman disait « c'est bien, chérie », avant de se recentrer sur Ryan et les maths, le félicitant pour ses progrès. Ma mère, Nancy, n'était pas ouvertement partiale, mais elle a permis le favoritisme de mon père. Elle était la pacificatrice, essayant toujours d'aplanir les choses avec une attention supplémentaire quand papa ne regardait pas « ton père a juste des valeurs traditionnelles », murmurait-elle après des cas de favoritisme particulièrement douloureux. Il ne le fait pas exprès. Au moment où je suis arrivé au lycée, j'avais développé une stratégie, l'excellence. Si je ne pouvais pas gagner leur affection par mon existence, peut-être que la réussite le ferait. J'ai rejoint tous les clubs liés aux affaires, suis devenue présidente du chapitre Future Business Leader of America et ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion. Pendant ce temps, Ryan maintenait à peine une moyenne de C, passant plus de temps en retenue qu'en activité parascolaire. Au cours de ma 2e année, j'ai entendu papa parler avec Ryan après qu'il ait été pris en train de boire à une soirée dansante à l'école. « Les garçons seront les garçons », dit papa en riant. « Fais juste attention à ne pas te faire prendre la prochaine fois. » 3 mois plus tôt, j'avais été privé de sortie pendant une semaine pour avoir manqué le couvre-feu de 15 minutes après être resté tard à un groupe d'études. Quand est venu le temps des décisions concernant l'université, j'ai spécifiquement choisi de me spécialiser en gestion d'entreprise avec une spécialisation en gestion de la construction, non pas parce que c'était ma passion, mais parce que je pensais que cela finirait par gagner le respect de mon père. Je voulais lui montrer que j'étais sérieuse au sujet de l'entreprise familiale. Ryan, de son côté, a hésité entre 3 spécialisations différentes avant de se fixer sur la communication parce que c'était facile. L'été précédant ma dernière année d'université, j'ai fait un stage chez Patterson Construction. J'arrivais tôt, je restais tard et j'absorbais tout ce que je pouvais sur l'estimation, la gestion de projet et les relations avec les clients. Papa a à peine reconnu ma présence, me confiant le classement des papiers, tandis que Ryan, de retour de sa 2e année d'université, était invité à des réunions avec les clients et sur les chantiers. Ryan doit apprendre le métier à partir de la base, expliqua papa. Quand j'ai demandé pourquoi mon frère assistait à des réunions de direction pendant que j'organisais le placard de fourniture, l'ironie lui échappait complètement. Malgré tout, j'aimais notre entreprise familiale. Je voyais son potentiel et je voulais sincèrement faire partie de son avenir. Chaque été et pendant les vacances scolaires, j'ai occupé différents postes dans toute l'entreprise. J'ai appris les noms de tous les employés, du service de comptabilité aux équipes de construction. J'ai compris leurs préoccupations, leurs processus et leurs idées d'amélioration. Le Noël de ma dernière année à l'université,
j'ai présenté à mon père un plan d'affaires détaillé pour étendre Patterson Construction aux pratiques de construction écologique. J'avais passé des mois à faire des recherches sur les tendances de l'industrie, les incitations fiscales et les nouvelles bases de clients potentiels. Il a jeté un coup d'œil à la couverture, a dit « on verra » et l'a mis de côté. Plus tard dans la soirée, il a passé 2 heures dans le bureau avec Ryan à lui apprendre à lire les plans, même si Ryan ne montrait aucun intérêt ni aptitude. Maman a essayé de me réconforter après. Ton père se connecte juste mieux avec Ryan, dit-elle en me tapotant la main. Il ne sait pas comment communiquer avec une fille dans les affaires. J'ai souligné que plusieurs grandes entreprises de construction dans notre région étaient dirigées par des femmes. Elle a juste haussé les épaules et a changé de sujet. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais accepté que je ne serais jamais la préférée, mais j'étais déterminé à prouver ma valeur par les résultats. Je croyais que les actions parlaient plus fort que les mots et qu'éventuellement mes contributions seraient indéniables. En regardant en arrière maintenant, je reconnais la naïveté de cet espoir. Aucune quantité d'excellence ne peut surmonter un favoritisme enraciné, surtout lorsqu'il est renforcé par des attentes traditionnelles en matière de genre. Malgré tout, je n'ai jamais abandonné. C'était peut-être ma plus grande force ou ma plus grande faiblesse. J'ai refusé de m'éloigner d'une famille et d'une entreprise que j'aimais, même lorsque tous les signes indiquaient que ma place dans les deux serait toujours secondaire à celle de mon frère. J'ai travaillé 3 emplois à temps partiel pendant mes études pour payer mes dépenses. Pendant ce temps, Ryan a reçu une bourse complète de la banque de maman et papa, comprenant un appartement de luxe et une nouvelle voiture tous les 2 ans. Mes parents ont couvert ses frais de scolarité, son loyer, son plan de repas et lui ont donné une allocation mensuelle généreuse qui dépassait ce que de nombreux diplômés gagnent dans leurs premiers emplois. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi ils ne m'aidaient pas financièrement, papa a dit « Tu dois apprendre la valeur du travail acharné », comme si Ryan ne le faisait pas. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude avec une double spécialisation en administration des affaires et en gestion de la construction. Ryan a à peine réussi avec une moyenne de 2,3 en communication après 5 ans et demi. À mon dîner de remise de diplôme, papa a levé son verre à Megan, qui fait toujours les choses dans les règles. À la remise de diplôme de Ryan 6 mois plus tard, il a pleuré ouvertement, à mon fils qui portera le nom de Patterson dans l'avenir de notre entreprise. Lorsque j'ai officiellement rejoint Patterson Construction après l'obtention de mon diplôme, j'ai été placé à un poste d'estimateur débutant malgré mes qualifications. Mon salaire de départ était inférieur à celui des nouvelles recrues avec moins d'éducation. Tu dois comprendre tous les aspects de l'entreprise à partir de la base, expliqua papa. 3 semaines plus tard, Ryan a été installé dans un poste nouvellement créé de vice-président des relations avec les clients, avec un bureau d'anglais et une voiture de société. Au cours de ma première année, j'ai identifié près de 400 000 $ d'économies potentielles grâce à des processus de commande de matériaux plus efficaces. J'ai créé une feuille de calcul permettant de suivre les prix historiques de divers fournisseurs et j'ai identifié des schémas qui nous ont permis de négocier de meilleurs tarifs. Lorsque j'ai présenté mes conclusions lors d'une réunion de direction, papa a hoché la tête et a dit « Intéressant » avant de passer à la présentation de Ryan sur l'organisation d'un tournoi de golf d'entreprise. Malgré la déception constante, j'ai continué à exceller. Je suis devenu connu parmi les chefs de projet comme la personne qui pouvait résoudre les problèmes. Lorsque les expéditions de matériaux étaient retardées, je trouvais des alternatives. Lorsque les sous-traitants ne se présentaient pas, j'avais des solutions de rechange prêtes à appeler. J'ai établi des relations avec tout le monde, de la réceptionniste au chef d'équipe principal de nos plus grands projets. Un projet particulier se démarque dans ma mémoire. Nous construisions un complexe de bureaux médicaux avec un délai serré et des pénalités substantielles en cas de retard d'achèvement. 2 mois après le début de la construction, notre chef de projet a démissionné de façon inattendue. Ryan était censé intervenir, mais il était en vacances de 3 semaines en Europe avec des amis. Papa était paniqué jusqu'à ce que je me porte volontaire pour prendre la relève. J'ai travaillé 14 heures par jour pendant 6 semaines consécutives. J'ai renégocié avec les sous-traitants, réorganisé le calendrier de construction pour optimiser le temps des équipes et personnellement superviser les phases critiques du projet. Nous avons terminé le bâtiment 2 jours en avance et sous le budget prévu. Le client a été tellement impressionné qu'il nous a immédiatement engagés pour sa prochaine expansion. Lors de la cérémonie d'achèvement, je me suis tenu à l'arrière-plan pendant que papa et Ryan, qui étaient revenus juste à temps, coupaient le ruban. Le PDG du client m'a spécifiquement demandé, m'a serré la main et a dit « Cela ne se serait pas produit sans vous ». Papa a entendu et a semblé momentanément mal à l'aise avant de taper Ryan sur l'épaule et de dire « Les hommes Patterson savent comment tenir leurs promesses ».
Pendant ce temps, je vivais modestement dans un petit appartement d'une chambre, tandis que Ryan achetait un condo au bord de l'eau en utilisant son plan de rémunération des cadres. J'apportais mon déjeuner de la maison et conduisais une Honda de 10 ans, tandis que Ryan passait en note de frais les déjeuners avec les clients et conduisait une BMW louée par l'entreprise. Je construisais mon compte d'épargne, tandis que Ryan accumulait des dettes de cartes de crédit que mes parents remboursaient périodiquement. L'entreprise a continué de croître, en grande partie grâce au système et aux relations avec les clients que j'ai développés. J'ai créé une nouvelle division axée sur la construction durable qui a attiré des clients prestigieux soucieux de l'impact environnemental. Ces projets ont généré des marges bénéficiaires plus élevées et ont bâti notre réputation en tant qu'entreprise innovante. Papa s'est attribué le mérite de cette initiative dans les publications de l'industrie, bien qu'il ait initialement rejeté ma proposition. Les contributions de Ryan étaient moins tangibles. Il était le visage lors des galas de charité et des tournois de golf. Il charmait les épouses des clients lors des fêtes de fin d'année. Il était photogénique dans les documents de marketing de l'entreprise. Quand il réussissait à gérer des projets, il dépassait généralement le budget et le calendrier, ce qui nécessitait que d'autres gestionnaires, généralement moi, interviennent et les sauvent. Au cours de ma 5e année dans l'entreprise, nous avons fait face à une crise majeure. Un important projet commercial était sur le point de s'effondrer après que Ryan ait approuvé des modifications de conception sans calculer les implications structurelles. Le client menaçait de poursuites judiciaires et notre réputation était en jeu. Ryan était commodément malade la semaine où tout cela a été révélé. J'ai passé 2 semaines à négocier avec les architectes, les ingénieurs et le client pour trouver une solution. J'ai obtenu un financement supplémentaire, fait appel à des sous-traitants spécialisés et personnellement supervisé les travaux de remise en état. Le projet a été sauvé, bien qu'avec des bénéfices réduits. Quand la poussière est retombée, papa m'a appelé dans son bureau. Pendant un instant, j'ai pensé que la reconnaissance arrivait enfin. Tu as fait du bon travail en nettoyant la situation, dit-il, mais à l'avenir, consulte-moi avant de prendre des engagements financiers de cette ampleur. Ryan a fait une erreur, mais il apprend. Nous devons le soutenir pendant qu'il grandit dans son rôle. Je suis restée assise là, stupéfaite. 10 ans de dévouement et j'étais encore traité comme subordonné à mon frère qui ne pouvait pas se donner la peine de se présenter quand les choses se compliquaient. Ce soir-là, j'ai sérieusement envisagé de quitter l'entreprise pour la première fois, mais j'avais tellement investi de moi-même dans Patterson Construction que partir me semblait admettre ma défaite. De plus, où irais-je? C'était l'entreprise familiale, mon entreprise aussi, du moins je le pensais. La soirée qui a tout changé a commencé assez normalement. Maman a invité Ryan et moi à dîner le dimanche, disant que papa avait une annonce importante à faire. J'ai supposé qu'il s'agissait du nouveau bâtiment de bureau que nous planifions ou peut-être de l'expansion sur le marché immobilier commercial que j'avais étudié. Je suis arrivé 15 minutes en avance comme d'habitude, apportant une bouteille du scotch préféré de papa. La maison dans laquelle j'ai grandi ressemblait toujours à la même, une maison coloniale de 4 chambres impeccablement entretenue avec le panneau Patterson Construction fièrement affiché près de l'allée. 25 ans de succès commercial avaient permis à mes parents d'ajouter une véranda, une piscine et un aménagement paysager important à la propriété que je considérais toujours comme chez moi. Ryan est arrivé 20 minutes en retard, sans offrir d'excuses. Maman s'est occupée de lui comme s'il revenait de la guerre plutôt que du court trajet depuis son condo. Papa rayonnait de fierté quand Ryan a mentionné qu'il venait de verser un acompte sur un bateau. Personne n'a posé de questions sur ma récente négociation réussie d'un contrat qui assurerait du travail à l'entreprise pour les 3 prochaines années. Pendant le dîner, papa s'est éclairci la gorge et a levé son verre. J'ai réfléchi à l'avenir de Patterson Construction, commença-t-il. Je ne rajeunis pas et il est temps de planifier la succession. Mon cœur s'est emballé. C'était le moment pour lequel je travaillais. Après 15 ans de dévouement, papa reconnaissait sûrement mes contributions et mon engagement. Votre mère et moi avons décidé qu'il était temps de commencer à nous retirer des opérations quotidiennes, continua-t-il. Nous voulons voyager, profiter de nos années d'or et voir l'entreprise continuer à prospérer sous une nouvelle direction. Je me suis redressé, passant en revue mentalement le plan de transition que je développais tranquillement depuis des années. Par conséquent, dit papa, se tournant vers Ryan, nous avons décidé de transférer la propriété de Patterson Construction à Ryan, avec effet immédiat. La pièce a commencé à tourner. Je me suis agrippé au bord de la table. De plus, continua papa comme s'il n'avait pas seulement brisé mon monde, nous transférons également la maison et nos comptes d'investissement à Ryan. Il aura besoin de ses actifs pour assurer la croissance future de l'entreprise.
Et Megan, demanda maman doucement, la première indication que peut-être cela n'avait pas été une décision unanime. Papa m'a à peine regardé. Nous offrons à Megan un généreux plan de départ en reconnaissance de ses années dans l'entreprise, 3 mois de salaire et sa voiture de société. C'est tout? J'ai finalement trouvé ma voie. 15 ans de ma vie et je reçois 3 mois de salaire alors que Ryan reçoit tout? Ton frère le mérite, dit papa fermement, son ton indiquant que la question était réglée. C'est un homme Patterson. L'entreprise devrait rester avec le nom de famille. Je suis une Patterson, moi aussi, dis-je, la voix tremblante. Jusqu'à ce que tu te maries, répondit papa d'un ton méprisant. De plus, Ryan a une vision pour l'avenir de l'entreprise. Ryan sourit d'un air suffisant à travers la table. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je pourrais te trouver une place dans la nouvelle organisation. Peut-être au RH ou quelque chose comme ça. Je regardais maman en espérant obtenir du soutien, mais elle fixait son assiette. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise, murmura-t-elle. Ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Je me levai, faisant basculer ma chaise en arrière. Ryan ne connaît absolument rien à la gestion de cette entreprise. Il ne sait pas lire un bilan. Il n'a jamais terminé un projet à temps et la moitié des équipes refusent de travailler avec lui parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Ça suffit. Papa frappa la table du poing. Cette décision est définitive. Les documents ont déjà été préparés. Avez-vous jamais eu l'intention de m'inclure dans l'avenir de l'entreprise, demandai-je, les larmes me menaçant. L'expression de papa s'adoucit légèrement. Megan, tu es intelligente. Tu retomberas sur tes pieds. Mais Patterson Construction a besoin d'un Patterson à la barre. C'est la tradition. Un Patterson masculin, vous voulez dire, dis-je avec amertume. N'en faites pas une question de genre, intervint Ryan. Il s'agit de savoir à qui papa fait confiance pour perpétuer son héritage. Je regardais autour de la table, ma famille, papa résolu dans sa décision, maman ne voulant pas le contester, Ryan contenant à peine son triomphe. 32 ans à essayer de faire mes preuves, à aimer des personnes qui ne m'accorderaient jamais la même valeur, s'effondrèrent autour de moi. Félicitations pour votre retraite, dis-je froidement à mes parents, et félicitations pour votre héritage, ajoutai-je à Ryan. J'espère que vous obtiendrez tous exactement ce que vous méritez. Je sortis sans me retourner, ignorant les appels de ma mère à revenir. Dans ma voiture, je laissai finalement les larmes couler, pas seulement pour l'héritage perdu, mais pour la reconnaissance que je ne recevrai jamais, pour les années gaspillées à essayer de gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel. Le lendemain matin, je présentai ma démission, avec effet immédiat. Papa appela, non pas pour s'excuser, mais pour me rappeler la clause de non-concurrence dans mon contrat de travail. Tu ne peux pas travailler pour un concurrent dans un rayon de 160 km pendant 2 ans, dit-il comme si c'était sa principale préoccupation. Je n'en rêverai pas, répondis-je avant de raccrocher. Je vidai mon bureau un dimanche, quand personne ne serait là. 15 ans de travail tenaient dans 2 cartons. En jetant un dernier coup d'œil à l'entreprise que j'avais aidé à construire, je me fis une promesse, je ne permettrai plus jamais que ma valeur soit déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Le premier mois après avoir quitté Patterson Construction fut le plus difficile. Je louai un appartement meublé à Chicago, aussi loin de Boston que je pouvais raisonnablement aller tout en restant dans l'industrie de la construction. Chaque matin, je me réveillais en remettant en question ma décision. Chaque soir, je me rappelais que rester aurait lentement détruit mon âme. Je me suis accordé 2 semaines pour faire mon deuil. J'ai pleuré. J'ai crié dans des oreillers. J'ai écrit des lettres cinglantes à ma famille que je n'ai jamais envoyées. Ensuite, je me suis mis au travail pour reconstruire ma vie à partir de zéro. L'indemnité de départ couvrait à peine le premier mois de loyer et le dépôt de garantie. J'ai puisé dans mes économies pour meubler mon appartement de manière minimale et créer ma nouvelle entreprise, Patterson Consulting. Garder mon nom était un petit acte de défi. J'ai créé un site web, des cartes de visite et un profil LinkedIn mettant en avant mon expérience sans mentionner qu'il s'agissait d'une entreprise familiale. Les appels à froid et les événements de réseautage sont devenus ma routine quotidienne. Je me suis présenté à tous les acteurs de l'industrie de la construction à Chicago, des sous-traitants aux promoteurs. La plupart des portes sont restées fermées. Le conseil en construction par une femme inconnue dans une industrie dominée par les hommes n'était pas facile à vendre. Mon premier client est venu par pur désespoir, le leur, pas le mien.
Un promoteur de taille moyenne avait licencié son chef de projet en pleine construction et avait besoin d'une aide immédiate. Le projet avait 3 mois de retard et dépassait considérablement le budget. J'ai proposé de travailler pour un tarif réduit avec une structure de bonus liée à la remise du projet sur les rails. Pendant 6 semaines, j'ai travaillé de 6 heures du matin à minuit. J'ai renégocié avec les sous-traitants, réorganisé le calendrier de construction et identifié des erreurs coûteuses dans les plans originaux. À la fin, nous avions réduit de moitié les retards et identifié suffisamment d'économies pour compenser les dépassements précédents. Le promoteur a été suffisamment impressionné pour me recommander à 2 collègues. Soudain, j'avais une petite base de clients et des références positives. Je me suis créé un créneau, le consultant en construction que vous appelez quand les choses tournent mal. Je me suis commercialisé comme un résolveur de problèmes plutôt que de concurrencer directement les entreprises de gestion de projets établies. 4 mois après le lancement de ma nouvelle entreprise, j'ai reçu un appel de Martin Tchin, l'ancien chef estimateur de Patterson Construction. J'ai démissionné, annonça-t-il sans préambule. Ryan a viré Dolores et Jim la semaine dernière. Il a dit qu'ils étaient trop chers. Après 30 ans dans l'entreprise, je ne pouvais pas rester après ça. Martin me fit part des changements que Ryan avait mis en œuvre, des chefs de projet expérimentés remplacés par ses frères de fraternité, des sous-traitants fiables abandonnés au profit d'alternatives moins chères. La division de construction durable que j'avais construite a été démantelée parce que Ryan pensait que c'était trop compliqué. L'endroit s'effondre, conclut Martin. Votre père essaie de ne pas s'en mêler, mais il a l'air physiquement malade chaque fois qu'il se rend au bureau. Je remerciais Martin pour l'information, mais maintenu mes limites. Leur entreprise ne me concernait plus. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir conforté par les nouvelles. Ce n'était pas une satisfaction personnelle que je ressentais, mais une justification professionnelle. Les compétences et les connaissances que j'avais apportées à Patterson Construction avaient été précieuses, que ma famille les reconnût ou non. Au fur et à mesure que ma première année à Chicago progressait, mon entreprise aussi. J'ai embauché 2 assistants et j'ai emménagé dans un petit espace de bureau professionnel. J'ai acquis une réputation d'honnêteté et de résultats. Contrairement à mon père, qui croyait à la gestion hiérarchique, j'ai créé des relations de collaboration avec les clients. J'ai expliqué mes recommandations clairement et je les ai impliqués dans les décisions plutôt que de leur dicter les conditions. Cette approche a particulièrement bien résonné auprès des femmes promoteurs et propriétaires de projets, un groupe démographique en pleine croissance dans l'industrie. À mon 15e mois à Chicago, j'avais une liste d'attente de clients et j'envisageais d'agrandir mon équipe. Pendant ce temps, les nouvelles d'anciens collègues brossaient un tableau de plus en plus désastreux de Patterson Construction. Ryan avait décroché plusieurs gros contrats en sous-évaluant ses concurrents, sans se rendre compte que les projets seraient déficitaires. Des problèmes de qualité sont apparus car des gestionnaires inexpérimentés n'ont pas supervisé correctement les sous-traitants. 2 clients importants ont intenté des poursuites pour des retards et des défauts. J'ai maintenu une distance professionnelle par rapport à ces problèmes, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Patterson Construction était l'héritage de mon grand-père. Des centaines de familles dépendaient de l'entreprise pour leur subsistance. La mauvaise gestion de Ryan ne faisait pas seulement du mal à notre famille, elle affectait également des employés innocents qui avaient été loyaux pendant des décennies. Un soir, j'ai reçu un courriel de Barbara, la voisine de mes parents depuis 20 ans. Elle a écrit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles mes parents connaissaient des difficultés financières. Leur adhésion au club de golf avait expiré et ils avaient annulé leurs vacances annuelles. Les camions de l'entreprise n'avaient plus le logo Patterson bien en évidence, au lieu de cela, ils étaient blancs unis avec une identification minimale. J'ai failli appeler ma mère ce soir-là, mais je me suis arrêté. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient tout confié à Ryan, croyant que partager leur ADN et leur sexe le rendait plus digne que mes années de compétences démontraient. Quelles que soient les conséquences de cette décision, c'était à eux de les supporter. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans la croissance de mon entreprise. Je me suis étendu aux conseils préventifs, aidant les promoteurs à éviter les erreurs coûteuses que j'avais vues à plusieurs reprises dans des projets en difficulté. J'ai mis au point un programme de formation pour les nouveaux chefs de projet basé sur l'expérience pratique plutôt que sur les théories des manuels. J'ai embauché 3 autres consultants, toutes des femmes ayant une vaste expérience dans la construction et qui avaient rencontré des obstacles similaires dans les entreprises traditionnelles. À la fin de ma 2e année à Chicago, Patterson Consulting était devenu un nom respecté dans l'industrie de la construction du Midwest. Je m'étais prouvé que mon succès chez Patterson Construction n'était pas un coup de chance ou le résultat de népotisme.
Au contraire, j'y avais réussi malgré les obstacles placés sur mon chemin. J'ai acheté un petit mais élégant appartement en copropriété dans un immeuble historique, ma première vraie maison qui était vraiment la mienne. En déballant mes affaires, j'ai trouvé une photo de mon grand-père debout devant son premier camion Patterson Construction. Son expression montrait la même fierté et la même détermination que je ressentais maintenant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je perpétuais son véritable héritage, non pas par un nom sur un bâtiment, mais par les valeurs de travail acharné, d'intégrité et de résilience qu'il avait incarnées. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années, enfin en paix avec mon nouveau chemin. Je n'avais aucune idée que le lendemain matin ramènerait mon passé en fracas dans ma vie soigneusement reconstruite. L'approche de Ryan pour diriger Patterson Construction pourrait être mieux décrite comme un enfant qui joue avec des blocs, renversant les structures établies pour le simple plaisir de détruire sans plan de reconstruction. Dans les 6 premiers mois de sa direction, il avait apporté des changements qui ont défait des décennies de développement commercial attentif. Sa première décision majeure a été de licencier le cabinet comptable de longue date de l'entreprise, en le remplaçant par le frère du colocataire de son collège qui venait de recevoir son titre de CPA. Le nouveau comptable, désireux de plaire et inexpérimenté dans les spécificités de l'industrie de la construction, n'a pas correctement suivi les coûts des travaux sur plusieurs projets. Au moment de la saison des impôts, les livres de l'entreprise étaient dans un tel désordre qu'ils ont dû embaucher un expert comptable judiciaire à des frais considérables. La prochaine initiative brillante de Ryan a été de restructurer l'équipe de direction. Il a éliminé les postes de 3 chefs de projet qui travaillaient dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, affirmant qu'ils étaient résistants aux nouvelles idées. À leur place, il a embauché 4 amis de sa fraternité, dont aucun n'avait d'expérience dans la construction. Il a créé de nouveaux titres de direction comme chef de l'innovation et directeur de l'expérience de marque, avec des salaires à 6 chiffres et des véhicules d'entreprise. Le bureau de Patterson Construction, autrefois un modèle de fonctionnement efficace, s'est transformé en quelque chose qui ressemblait à une maison de fraternité. Ryan a installé une table de ping-pong et une tireuse à bière dans la salle de conférence, affirmant que cela stimulerait la créativité. Les réunions du personnel du lundi matin ont été remplacées par des séances de vision où Ryan déblatérait sur ses idées d'expansion de l'entreprise pendant que ses nouveaux cadres embauchés acquiesçaient avec enthousiasme. Pendant ce temps, les projets de construction réels piétinaient sans une supervision adéquate. La division des bâtiments écologiques que j'avais créée, qui représentait près de 30% des revenus de l'entreprise, a été démantelée parce que Ryan trouvait les exigences de certification trop compliquées. Les clients de longue date qui avaient spécifiquement recherché Patterson Construction pour des options de construction durable ont transféré leurs activités ailleurs. L'approche de Ryan pour remporter de nouvelles affaires était tout aussi désastreuse. Il a réduit les prix des soumissions pour sous-évaluer ses concurrents sans comprendre les coûts réels impliqués. Patterson Construction a commencé à obtenir des contrats qui étaient garantis de fonctionner à perte avant même que la première pelle ne touche la terre. Lorsque les estimateurs ont essayé d'expliquer le problème, Ryan les a accusés d'être négatifs et de ne pas voir la situation dans son ensemble en termes d'augmentation de la part de marché. Le parc de véhicules de l'entreprise, autrefois entretenu selon un calendrier rigoureux, est tombé en ruine car Ryan a redirigé le budget d'entretien pour louer une nouvelle Porsche en tant que véhicule de développement de la clientèle. L'équipement a commencé à tomber en panne sur les chantiers, causant des retards qui ont déclenché des clauses pénales dans les contrats. Les sous-traitants qui travaillaient avec Patterson Construction depuis des générations se sont retrouvés à attendre 90 jours pour le paiement au lieu des 30 jours habituels. Beaucoup ont refusé d'accepter de nouveaux projets Patterson, ce qui a forcé Ryan à embaucher des sous-traitants inconnus dont la qualité du travail était au mieux inégale. Après 9 mois, les réserves de trésorerie de l'entreprise, constituées après des décennies de gestion prudente, avaient été épuisées. Ryan a commencé à utiliser la ligne de crédit de l'entreprise pour couvrir les dépenses d'exploitation courantes, un péché cardinal dans la gestion de la construction. Les paiements d'intérêt engloutissaient à eux seuls des milliers de dollars chaque mois. Mes parents, qui avaient prévu de profiter d'une retraite confortable, se sont retrouvés de plus en plus attirés par l'entreprise à mesure que les problèmes se multipliaient. Papa s'arrêtait sur les chantiers, grimaçant devant les problèmes de qualité évidents, mais hésitant à saper l'autorité de son fils. Maman a recommencé à s'occuper des comptes à payer lorsque les fournisseurs ont commencé à appeler à la maison pour exiger le paiement. Pourtant, ils ont trouvé des excuses pour la performance de Ryan. Il est encore en train d'apprendre, disait papa aux employés inquiets. Le marché est difficile en ce moment, expliquait maman à ses amis lorsqu'ils demandaient pourquoi les camions Patterson disparaissaient des chantiers locaux. La réputation de l'entreprise, construite sur 3 générations, s'est érodée rapidement.
Les entrepreneurs généraux qui avaient auparavant spécifié Patterson pour leur projet ont commencé à chercher ailleurs. La capacité de cautionnement de l'entreprise, sa capacité à obtenir les cautionnements de performance requis pour les projets plus importants, a été déclassée en raison de l'instabilité financière, ce qui a limité la taille des projets pour lesquels il pouvait soumissionner. 12 mois après la prise de fonction de Ryan, la première action en justice est arrivée. Un client commercial a intenté une action en dommages-intérêts substantiels lorsque des problèmes structurels sont apparus dans un immeuble de bureaux récemment achevé. L'enquête a révélé que Ryan avait approuvé la substitution de matériaux de qualité inférieure à ceux spécifiés dans le contrat afin de réduire les coûts. La compagnie d'assurance de l'entreprise a initialement refusé la réclamation en invoquant une négligence délibérée. Une deuxième action en justice a suivi lorsqu'un complexe d'appartements construit par Patterson a subi d'importants dégâts d'eau. La source a été retracée jusqu'à un solin mal installé, un élément de construction de base que tout chef de projet expérimenté aurait vérifié. Le règlement a épuisé ce qui restait des réserves de trésorerie de l'entreprise. Vers le 15e mois, Ryan a pris sa décision la plus catastrophique. Sans consulter de conseiller financier, il a utilisé la capacité d'emprunt restante de l'entreprise pour acheter une propriété adjacente en vue d'un projet d'agrandissement du siège social. Le moment n'aurait pas pu être pire. Le marché de l'immobilier commercial était à son apogée et il a payé bien au-dessus de la valeur marchande. En moins de 6 mois, la valeur des propriétés a baissé, laissant l'entreprise sous l'eau sur le prêt. Les dépenses personnelles ont continué sans relâche. Ryan a acheté un bateau, puis une propriété de vacances en Floride. Il a fait des voyages de développement des affaires à Las Vegas et dans les Caraïbes. Les cartes de crédit de l'entreprise ont été utilisées au maximum dans les restaurants haut de gamme et les hôtels de luxe. Alors que l'entreprise perdait de l'argent, Ryan a commencé à puiser dans les finances personnelles de mes parents. Il y a d'abord eu des prêts à court terme sur leur compte de retraite, puis l'hypothèque sur la maison familiale qui avait été remboursée depuis des années, et enfin la liquidation des comptes d'investissement qui étaient destinés à financer leur retraite. À 18 mois, la retraite confortable de mes parents s'était transformée en un cauchemar financier. L'entreprise fonctionnait avec des pertes mensuelles importantes, leurs économies personnelles étaient épuisées, et la maison familiale, autrefois symbole de réussite, avait maintenant une hypothèque avec des paiements qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Papa, qui avait prévu de passer ses journées à jouer au golf, était de retour sur les chantiers à 68 ans, essayant de sauver des projets en difficulté grâce à d'anciens collègues. Par l'intermédiaire d'anciens collègues, j'ai appris que mon père avait vieilli de 10 ans en 18 mois. Sa démarche assurée était devenue un piétinement inquiet. Ma mère avait développé des problèmes de santé liés à l'anxiété, le stress se manifestant physiquement par une tension artérielle élevée et de l'insomnie. Ryan, quant à lui, restait dans le déni. Il blâmait l'économie, les employés déloyaux et les clients exigeants pour les problèmes de l'entreprise. Il refusait de reconnaître son rôle dans le désastre, continuant à percevoir son salaire de cadre alors même que l'entreprise prenait du retard sur la paie des employés réguliers. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase s'est produite lorsque la banque a exigé le remboursement de la ligne de crédit de l'entreprise en raison de multiples violations des clauses restrictives. Sans argent pour la rembourser et sans actifs restants à nantir, Patterson Construction était confrontée à une faillite imminente. L'entreprise que mon grand-père avait lancée à partir de rien, que mon père avait transformée en une puissance régionale et que j'avais contribué à moderniser pour l'avenir, était à quelques semaines de l'effondrement. C'est alors que mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma mère, l'hypothèque est due, on peut se parler? Le message de ma mère est arrivé à 7h13 un mardi, l'hypothèque est due, on peut se parler? Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Après tout, je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis près de 2 ans, à l'exception d'une carte de Noël générique et d'un SMS d'anniversaire. Mais la curiosité a pris le dessus. Que voulait dire l'hypothèque est due? La maison familiale avait été payée depuis plus d'une décennie. J'ai répondu par un simple point d'interrogation. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis ont réapparu. Finalement, nous avons dû contracter une hypothèque pour aider l'entreprise. Nous ne pouvons pas faire le paiement de ce mois-ci. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma routine matinale, café, douche, tenue professionnelle. Le rythme familier m'a aidé à traiter cette intrusion inattendue de mon passé. Au moment où j'ai atteint mon bureau, 3 autres messages étaient arrivés, s'il te plaît, Megan, nous sommes en difficulté. Ryan dit que c'est temporaire. Ton père ne l'admettra pas, mais nous avons besoin d'aide. J'ai mis la conversation en sourdine et je me suis concentré sur mes rendez-vous de la journée. J'avais un rendez-vous avec un client potentiel,
2 visites de chantier et une proposition à finaliser. Mon entreprise prospérait précisément parce que je maintenais des limites professionnelles et que je me concentrais sur les solutions plutôt que sur le drame. Les problèmes financiers de ma famille n'étaient pas mon urgence. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, les messages continuaient. L'après-midi, même mon père avait envoyé un message, « Nous devons parler ». Affaire d'entreprise. Venant d'un homme qui m'avait effectivement renié de l'entreprise familiale, l'ironie était presque risible. Après ma dernière réunion, je me suis assise dans mon bureau surplombant la ligne d'horizon de Chicago et j'ai contemplé mes options. Je pouvais continuer à les ignorer, ce qui serait justifiable compte tenu de notre histoire. Je pouvais envoyer de l'argent pour couvrir le paiement de l'hypothèque, ce qui permettrait leur dysfonctionnement sans aborder les problèmes sous-jacents. Ou je pouvais m'engager mais fixer des limites claires. J'ai opté pour la troisième option, non pas par obligation familiale, mais par curiosité professionnelle. À quel point les choses avaient-elles réellement empiré? J'ai appelé ma mère à exactement 17h30. Elle a répondu à la première sonnerie. Mégane, Dieu merci. J'ai attendu toute la journée. J'avais des réunions, ai-je dit d'un ton neutre. Que se passe-t-il avec l'hypothèque? Ce qui a suivi a été un monologue de 20 minutes sur le désastre financier. La maison avait été hypothéquée pour garantir un prêt commercial lorsque la cote de crédit de l'entreprise a été abaissée. Ce prêt avait été utilisé pour couvrir les pertes sur 3 projets majeurs que Ryan avait sous-évalués. Le paiement mensuel était de $4 300, un montant substantiel pour un couple dont les revenus de retraite avaient été décimés par les prêts commerciaux de Ryan provenant de leur compte personnel. Nous avons 3 mois de retard, a admis maman. La banque a appelé hier. Ils entament une procédure de saisie la semaine prochaine si nous ne nous rattrapons pas. Où est Ryan dans tout ça? Ai-je demandé. Une pause. Il fait de son mieux, a-t-elle dit d'une manière peu convaincante. Le marché est difficile en ce moment. Maman, je travaille dans le même secteur. Le marché est en plein essor. Les entreprises de construction bien gérées ne peuvent pas embaucher assez vite pour répondre à la demande. Une autre pause, plus longue cette fois. Ton père voudrait te parler, dit-elle, en passant finalement le téléphone. La voix de papa avait vieilli, le ton autrefois autoritaire vacillant maintenant légèrement. Mégane, merci d'avoir appelé. J'écoute, ai-je dit, ni hostile ni accueillante. Il s'éclaircit la gorge. La situation chez Patterson Construction est devenue compliquée. Nous sommes confrontés à des problèmes de trésorerie temporaire qui ont affecté nos finances personnelles. Définissez temporaire et compliqué, ai-je répondu. Ce qui a émergé au cours de l'heure suivante était bien pire que ce que j'avais imaginé. L'entreprise était essentiellement insolvable. De multiples poursuites judiciaires de clients et de fournisseurs étaient en cours. La banque avait gelé leurs comptes commerciaux. Ryan avait embauché et renvoyé 3 directeurs financiers en 18 mois, chacun démissionnant lorsqu'il réalisait l'ampleur de la mauvaise gestion financière. Les employés n'avaient pas reçu de chèque de paie depuis 3 semaines. Des privilèges fiscaux avaient été déposés pour des impôts sur la masse salariale impayée. Où est Ryan maintenant? Ai-je demandé. Il est en Floride, a admis papa à contre-cœur, au condo. Il dit qu'il rencontre des investisseurs potentiels, mais... Il s'est interrompu. Mais il est probablement sur son bateau, ai-je terminé. Papa n'a ni confirmé ni nié. Au lieu de cela, il en est venu au fait. Nous avons besoin de ton aide, Mégane. Une aide financière. Plus que ça, a-t-il dit. Nous avons besoin que tu reviennes pour nous aider à sauver ce qui reste de l'entreprise. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Après tout ce qui s'était passé, après avoir tout donné à Ryan et rien à moi, il voulait que je revienne et que je répare ses dégâts. Vous voulez que je sauve l'entreprise dont vous m'avez dit que je ne méritais pas de faire partie? L'amertume que je pensais avoir surmontée a rejailli de manière inattendue. J'ai fait une erreur, a dit papa à voix basse. Nous l'avons tous fait. Mais il ne s'agit plus seulement de nous. Il y a 47 familles qui dépendent de Patterson Construction pour leur subsistance, des gens qui n'ont rien fait de mal, si ce n'est de faire confiance à notre famille pour diriger de manière responsable. Il jouait habilement la carte de la culpabilité, faisant appel au sens des responsabilités qu'il avait inculquées en moi. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. Des employés innocents souffraient à cause des mauvaises décisions de ma famille. Que proposez-vous exactement? Ai-je demandé. Reviens en tant que PDG,
avec l'autorité totale pour apporter les changements nécessaires. Ryan se retirera à un rôle de développement commercial uniquement. Et ma part de propriété? Une hésitation. Nous pourrions t'offrir 20% de l'entreprise. J'ai éclaté de rire. 20% d'une entreprise qui est effectivement en faillite? C'est votre offre? Après que j'ai bâti une entreprise prospère à partir de rien pendant que Ryan menait la vôtre à la ruine? 30%, a rétorqué papa faiblement. Cet appel est terminé, ai-je dit. Si vous êtes sérieux au sujet de mon aide, demandez à votre avocat de rédiger des documents pour 51% de la propriété, transférable à moi immédiatement après vérification de la situation financière de l'entreprise. Sinon, bonne chance avec la saisie. Megan, sois raisonnable, a commencé papa. Je suis raisonnable. Vous me demandez de quitter une entreprise prospère que j'ai construite pour sauver une entreprise dont vous m'avez explicitement dit que je ne méritais pas d'être propriétaire. Mes conditions sont non négociables. Je vais parler à ta mère, a-t-il dit finalement. Faites ça. Et pendant que vous y êtes, parlez à Ryan. Expliquez-lui que ses vacances sont terminées. Si je reviens, il travaille sous ma direction, ou pas du tout. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau tranquille, regardant les lumières de Chicago s'allumer au crépuscule. La conversation m'avait ébranlé, non pas à cause de leur situation difficile, mais à cause de ma réponse à celle-ci. Il y a 2 ans, je me serais immédiatement précipité pour les aider, quelles que soient les conditions. J'aurais sacrifié mes propres intérêts pour sauver l'entreprise familiale par un sentiment mal placé de devoir. Maintenant, je comprenais ma valeur. J'avais construit quelque chose de précieux selon mes propres termes. Si ma famille voulait accéder à mes compétences et à mon expérience, elle devrait reconnaître cette valeur de manière appropriée. Plus question de tout donner et de ne rien recevoir en retour. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, ton père parle à l'avocat demain. S'il te plaît, aide-nous, Megan, nous n'avons nulle part ailleurs où nous tourner. Je l'ai laissé sans réponse. Leur crise mijotait depuis des mois. Elle pouvait attendre un jour de plus pendant que j'examinais attentivement mes options. Quelle que soit la décision que je prenais, elle serait basée sur la logique commerciale, pas sur la manipulation émotionnelle ou l'obligation familiale. Pour la première fois dans notre relation, j'avais l'ascendant. La question était de savoir ce que j'allais en faire. 3 jours après l'appel désespéré de mes parents, j'ai embarqué à bord d'un vol pour Boston. Dans ma mallette, il y avait 2 documents préparés par mon avocat, l'un pour un contrat de consultation, l'autre pour un transfert d'intérêt majoritaire dans Patterson Construction. Je n'avais aucune idée de ce qui serait signé, voire même si l'un ou l'autre le serait. J'avais loué une voiture plutôt que de demander à mes parents de venir me chercher, maintenant la distance professionnelle que cette situation exigeait. Le trajet jusqu'à leur maison, la maison où j'ai grandi, était surréaliste. La propriété avait l'air négligée, avec un aménagement paysager envahi par la végétation et de la peinture écaillée sur les boiseries. Le panneau Patterson Construction près de l'allée avait disparu. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper, m'attirant dans une étreinte serrée que je n'ai pas rendue. Mon père se tenait maladroitement dans l'entrée, ayant l'air plus vieux et plus petit que dans mes souvenirs. Ryan était visiblement absent. Où est Ryan? Ai-je demandé après un minimum de politesse. Il arrive, a dit papa, vérifiant sa montre. Il devrait être là bientôt. Nous sommes allés au salon, où des documents financiers étaient éparpillés sur la table basse, relevés bancaires, avis juridiques, formulaires fiscaux, la preuve physique de leur effondrement financier. Avant de commencer, ai-je dit, j'ai besoin de comprendre exactement ce dans quoi je m'embarque. Je veux tout voir, relevés bancaires, factures de carte de crédit, documents de prêt, poursuites judiciaires, avis fiscaux, tout. Pendant les 2 heures suivantes, mes parents m'ont expliqué le désastre. L'entreprise avait plus de 3 700 000 $ de dettes avec pratiquement aucun actif restant. Les fournisseurs refusaient les livraisons sans paiement initial. 3 clients importants avaient résilié leur contrat en raison de retard et de problèmes de qualité. La maison familiale avait une hypothèque de 780 000 $ sans aucun paiement effectué depuis 4 mois. Où est passé tout l'argent? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Papa a hésité, mais maman a pris la parole. Ryan a pris des décisions discutables. Comme par magie, la porte d'entrée s'est ouverte et Ryan est entré en se promenant. Il était bronzé de son voyage d'affaires en Floride, des lunettes de soleil de marque perchées sur sa tête.
Il s'est arrêté net quand il m'a vu. Réunion de famille? A-t-il dit avec une désinvolture forcée. Personne ne m'a dit que tu venais. Assieds-toi, Ryan, ai-je dit. Nous discutons de la façon dont tu as détruit une entreprise familiale de 3 générations en moins de 2 ans. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Les conditions du marché. Laisse tomber, ai-je interrompu. Cela n'a rien à voir avec les conditions du marché et tout à voir avec l'incompétence et le détournement de fonds. Détournement de fonds? C'est une accusation sérieuse, a-t-il vociféré. J'ai sorti un document de ma mallette, une feuille de calcul que j'avais préparée en analysant ses dépenses personnelles imputées à l'entreprise, cotisation de club de golf, vol en première classe, le bateau, le condo de Floride, le tout acheté avec les fonds de l'entreprise pendant que les projets échouaient et que les employés n'étaient pas payés. Ryan a cherché le soutien de notre père, mais papa a regardé le sol. J'avais droit à une compensation en tant que PDG, a essayé Ryan. Pas lorsque l'entreprise est insolvable, ai-je rétorqué. C'est un transfert frauduleux classique, voire criminel, selon la façon dont les fonds ont été documentés. La couleur a disparu de son visage. Peut-être pour la première fois de sa vie, Ryan a réalisé qu'il ne pouvait pas se sortir d'une situation en charmant ou en bluffant. J'ai tout examiné, ai-je dit, m'adressant à mes parents tout en ignorant Ryan. Il y a 2 options sur la table. Option 1, je viens en tant que consultante, facturant mes tarifs standards, pour élaborer un plan de restructuration que vous mettez en œuvre. Option 2, je prends l'intérêt majoritaire dans l'entreprise, 51%, et l'autorité totale pour exécuter les changements que je juge nécessaires. C'est ridicule, a interrompu Ryan. Tu ne peux pas simplement entrer et prendre le contrôle de mon entreprise. Ton entreprise. Ai-je haussé un sourcil? L'entreprise que tu as menée à la ruine? L'entreprise qui est à quelques semaines de la faillite? Cette entreprise. Megan a raison, a dit papa à voix basse. Nous nous sommes tous tournés vers lui avec surprise. Nous t'avons donné tous les avantages, Ryan, des ressources, des opportunités, de l'autorité, et tu as tout gaspillé. C'était la première fois que j'entendais mon père critiquer Ryan directement. Le choc a même réduit Ryan au silence. Nous allons prendre l'option 2, a continué papa. Le contrôle total à Megan. Ryan a commencé à protester, mais papa a levé la main en signe d'avertissement. C'est fait, Ryan. Si tu veux avoir l'espoir de sauver ta réputation ou d'éviter des ennuis juridiques, tu coopéreras pleinement avec tout ce que Megan décidera. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, les larmes aux yeux. J'ai poussé les documents de transfert de propriété sur la table, et mes parents ont signé sans autre discussion. Juste comme ça, je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Patterson Construction. Et maintenant? A demandé Ryan d'un ton renfrogné. Maintenant, le vrai travail commence, ai-je répondu. Demain matin, 7 heures au bureau. Tout le monde, y compris toi, Ryan. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège de Patterson Construction à 6h30. Le bâtiment qui avait autrefois été une source de fierté familiale avait l'air miteux et négligé. L'intérieur était pire, des papiers désorganisés, des ordinateurs obsolètes, des bureaux vides où des employés de longue date avaient autrefois siégé. Mes parents sont arrivés à 6h50. Ryan à 7h20, avec un café à la main et aucune excuse pour son retard. Je les ai réunis dans la salle de conférence, maintenant dépourvus de la table de ping-pong mais portant toujours des éraflures sur les murs. Voici comment ça marche, ai-je commencé. C'est une opération de sauvetage, pas une réunion de famille. Je prendrai des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour la survie de l'entreprise, pas des sentiments ou des attentes de quiconque. Quiconque ne peut pas accepter cela devrait partir maintenant. Personne n'a bougé. Bien. Première chose à l'ordre du jour, Ryan, tu es démis de toutes tes responsabilités opérationnelles et financières, avec effet immédiat. Tu travailleras exclusivement dans les relations avec les clients, sous ma supervision directe. Ton salaire est réduit pour correspondre à celui des autres chefs de département. Les cartes de crédit de l'entreprise sont annulées. La voiture de l'entreprise est rendue. Le condo de Floride est vendu. Ryan a commencé à protester, mais papa a posé une main d'avertissement sur son bras. Il s'est tu, me regardant avec colère. Maman et papa, vous servirez uniquement à titre consultatif. Vous avez des connaissances institutionnelles qui sont précieuses, mais aucune autorité décisionnelle.
Vos prestations de retraite sont suspendues jusqu'à ce que l'entreprise soit de nouveau rentable. Ma mère a hoché la tête. Mon père avait l'air peiné mais n'a pas protesté. J'ai contacté d'anciens employés clés qui ont été licenciés ou qui ont démissionné sous la direction de Ryan. Ces ont accepté de revenir, dont Martin Chen et Dolores Rodriguez, qui reprendront leurs anciens rôles dans l'estimation et la gestion du bureau. J'ai exposé le reste de mon plan de restructuration, renégocié avec les créanciers, rencontrer personnellement les clients mécontents, mettre en œuvre des contrôles financiers stricts et vendre les actifs non essentiels pour générer du capital d'exploitation. J'ai clairement indiqué que la reprise serait douloureuse et exigerait des sacrifices de la part de tout le monde. Au cours des 3 mois suivants, j'ai partagé mon temps entre Chicago, où mon assistant gérait les projets de Patterson Consulting en cours, et Boston, où j'ai mis en œuvre le plan de sauvetage. J'ai travaillé 16 heures par jour, 7 jours par semaine. J'ai pris des décisions difficiles, notamment licencier les frères de fraternité de Ryan et mettre fin à des baux de bureau coûteux. Le redressement n'a pas été immédiat, mais les progrès sont venus régulièrement. Nous avons négocié des plans de paiement avec les fournisseurs qui respectaient ma réputation dans l'industrie. 2 clients importants ont accepté de rétablir les contrats avec des échéanciers révisés après que j'ai personnellement garanti la supervision de la qualité. La banque a restructuré les prêts en fonction de notre plan de redressement réaliste. Ryan, à ma grande surprise, s'est avéré quelque peu utile. Une fois limité aux relations avec les clients, dépouillé de son autorité financière mais toujours capable de charmer les clients potentiels, il a obtenu plusieurs petits projets rentables qui ont contribué à stabiliser les flux de trésorerie. Il semblait humilié par l'expérience de presque tout perdre, bien que je sois resté prudente quant à sa nouvelle responsabilité. 6 mois après le début de l'opération de sauvetage, Patterson Construction était stable, pas florissante, mais n'était plus menacée d'effondrement imminent. J'avais mis en place des systèmes et une formation qui me permettaient de réduire mon implication directe. Mes parents avaient emménagé dans une maison plus petite, utilisant le produit de la vente de leur propriété surhypothéquée pour éliminer leurs dettes personnelles. Quant à moi, j'ai conservé la participation majoritaire mais j'ai embauché un dirigeant de la construction expérimenté pour gérer les opérations quotidiennes à Boston, tandis que je suis retourné à mon entreprise de Chicago à temps plein. J'avais prouvé ce que j'avais besoin de prouver à ma famille et à moi-même. Le changement le plus important ne s'est pas produit dans les états financiers de l'entreprise, mais dans la dynamique de ma famille. Mon père, qui avait autrefois rejeté mes contributions, me consultait maintenant sur toutes les décisions importantes. Ma mère, qui avait permis des années de favoritisme, s'est excusée en larmes lors d'un dîner privé. Même Ryan a reconnu, bien qu'à contre-cœur, que l'entreprise aurait disparu sans mon intervention. Mais la transformation la plus importante a été interne. Je n'avais plus besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance pour valider ma valeur. J'avais construit une entreprise prospère selon mes propres termes, puis j'ai sauvé l'entreprise familiale selon mes termes. Mon sens de la valeur venait de l'intérieur, pas de la validation externe. 1 an après ce texte désespéré au sujet de l'hypothèque, j'ai reçu un autre message de ma mère, l'entreprise a affiché un bénéfice ce trimestre. Merci d'avoir sauvé notre héritage. J'ai souri au message mais je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé autour de mon bureau de Chicago l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, l'équipe que j'avais réunie en fonction du mérite plutôt que du népotisme. C'était mon héritage, pas un nom sur un bâtiment ou une entreprise transmise de génération en génération, mais la connaissance que j'avais créé quelque chose de précieux grâce à mes propres efforts. Plus tard ce soir-là, j'ai finalement répondu à ma mère, il ne s'agissait jamais de l'héritage. Il s'agissait de reconnaître la valeur là où elle existe, pas là où la tradition dicte qu'elle devrait être. Je suis heureuse que tu le vois enfin. Le cheminement qui m'a fait passer du statut de fille négligée à celui de sauveur de l'entreprise m'a enseigné des leçons qu'aucune école de commerce n'aurait pu me fournir, que parfois, tout perdre est la seule façon de découvrir sa vraie valeur, que rester ferme dans sa valeur n'est pas égoïste, c'est nécessaire, et surtout, que les opinions des autres, même de la famille, ne définissent pas vos capacités ou votre potentiel. Alors, et vous ? Avez-vous déjà eu à prouver votre valeur à des personnes qui auraient dû la reconnaître depuis le début ? Avez-vous dû créer des limites avec votre famille pour protéger votre respect de soi ? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus d'expériences réelles et de leçons apprises à la dure. N'oubliez pas, parfois, les personnes qui devraient vous soutenir le plus sont celles qui voient le moins votre valeur, jusqu'à ce que vous leur montriez exactement ce qu'elles risquent de perdre. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.